En vous écoutant, docteur, on se rend compte que le bio nous pousse à réfléchir sur la nature, sur nos comportements quant à notre alimentation. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter en termes de réflexion d'ordre philosophique sur ce lien que nous avons avec la nature? La nourriture, c'est la vie. Mhm. Et l'objectif d'un être humain, c'est de survivre sur cette terre, souvent très dangereuse. Je ne parle pas de la politique actuelle, mais de tout temps, l'homme a été obligé de manger pour survivre. Et que cette terre, pour lui, si les fruits étaient de mauvaise qualité ou si les conditions étaient périlleuses, il en allait de sa survie. Mhm. Et ça a poussé l'être humain à réfléchir à la différence des animaux, de réfléchir sur ce qu'il est lui et ses relations avec la nature. Le monde moderne a oublié tout ça, a oublié que c'est la nature, c'est la terre qui nous fait vivre, et la détruire, ce serait nous détruire. Tout est un. La terre est une, et nous faisons partie de cette unité. Mhm. Que l'on parle au niveau de la COP qui réunit les gens du monde entier, ou que l'on parle d'Hippocrate, l'objectif c'est de sauver cette terre et de sauver l'homme. Hippocrate l'a bien dit, la nourriture c'est notre santé ou notre maladie. Et ainsi a été dans toutes les religions d'essayer de trouver un lien entre ce que la terre nous propose et ce que nous en faisons de la terre. Mhm. Et les religions les plus connues ont chacune essayé de trouver un terrain d'entente entre la nature et soi-même. Parlons par exemple de la tradition indienne Mhm. et de cette vache sacrée. Cette vache sacrée, et tous ceux qui ont été en Inde ont été énormément surpris de voir ces vaches qui circulaient dans les rues, qui entraînaient des embouteillages, qui entraînaient des cris, des klaxons. Mais la vache pouvait rester et bloquer toute la route sans qu'on ne fasse rien à cette vache. Mhm. Imaginez une vache identique, place de la Concorde ou dans le carrefour d'une grande ville européenne. Ça aurait été le grand scandale du siècle. Mhm. Mais là, l'Inde a choisi de sacraliser la vache et les résidus de la vache. Savez-vous que la bouse de vache est quelque chose elle aussi de sacré, puisque avec cette bouse de vache, les Indiens l'utilisent de différentes façons. C'est pas quelque chose qu'ils vont jeter à la poubelle, mais c'est quelque chose qu'ils vont utiliser. Le déchet de la vache est aussi presque sacrée puisqu'elle sert de combustible. Je vous ai dit dans un précédent module que les déjections de vaches sont un nutriment pour la terre. Donc c'est l'engrais qu'utilisent les Indiens. Et aussi, ils construisent leur maison avec ça. Ils tapissent leurs murs, ils tapissent leur toit. Cette bouse de vache est protectrice pour l'Indien. La vache est sacrée, sa bouse de vache, cette bouse qui jalonne presque toute l'Inde, est une richesse pour l'Inde. Mhm. Que se passe-t-il avec d'autres religions? La religion juive, par contre, est très précise dans l'organisation de la nourriture et de la terre. Elle a choisi les jachères tous les 7 ans pour redonner de la force à la terre, et la notion de pureté des aliments se retrouve même dans l'abattage de l'animal. Pour la tradition juive, à la différence de la tradition indienne, la vache n'est pas sacrée, mais quand on l'immole, il faut une réflexion intense avant de tuer cette vache. Il y a des prières, il y a une sacralisation, non pas dans la vache elle-même, mais dans le lien qui unit la nourriture que donne la vache et l'être humain. Et ce lien
est sacralisé. Il est fait dans des conditions, des prières, et le moindre défaut de la vache interdit la consommation de la vache. Et ceci, donc, tout au long de l'alimentation qui va du fait de tuer jusqu'à le fait de manger, qui nécessite aussi tout un rituel que les Juifs appellent ça manger kasher. Chaque aliment doit être contrôlé, vérifié, comme si le Juif voulait intégrer la notion de la terre dans ce fait de manger quelque chose de la terre. Et il faut avoir un recul par rapport à l'aliment. Et si l'aliment, on est obligé de le manger, c'est parce que on le regrette presque, mais que nous sommes obligés de le faire, puisque si nous voulons survivre. Les catholiques ont, du fait de ce désir de convertir beaucoup de gens, ont simplifié tout ça, puisque, vous le savez tous, Jésus étant juif, il est mort juif, mais ses apôtres ont voulu transmettre ce message juif. Ils l'ont simplifié, ce qui fait que dans la tradition catholique, il ne persiste que quelques mots de tout ça. Il reste cette hostie qui représente le pain, le vin qui représente le sang de Jésus, du Christ. Il reste aussi, comme dans la tradition juive, cette idée de carême, de la semaine maigre et du vendredi maigre. Ce sont un petit peu un ersatz de ce qu'on trouve dans la tradition juive. Dans la tradition musulmane, c'est encore plus simple. L'alcool est interdit et interdiction du cochon. Peut-être aussi dans l'abattage, on a gardé quelques traditions parce que aussi Mahomet était aussi féru de tradition juive, que une de ses épouses étant juive, a gardé quelques bribes de la tradition juive. Tout ceci nous amène à réfléchir dans sa globalité. Qu'est-ce qui reste de tout ça? On essaye, certains laïcs essayent de dénaturer toutes ces réflexions qui s'est établies au cours des millénaires. Actuellement, on a plus une orientation de sauver la planète. Là, nous avons vécu, puisque nous sommes à Paris, nous avons vécu la COP 21, la COP 22 au Maroc. Les gens se réunissent pour discuter qu'allons-nous faire de la planète. Qu'allons-nous faire de la planète? Et il y a une scission entre les gens, j'allais dire, civilisés en fait, qui profitent énormément de l'évolution et de la technicité, et des peuples et des pays qui sont moins évolués. Leur demander aux peuples moins évolués de respecter certaines règles, eux qui n'ont pas évolué, c'est le conflit et c'est la difficulté de pouvoir unir les pays développés et les pays en voie de développement. Surtout que les pays très développés veulent profiter encore plus de ces pays sous-développés. Va-t-on y réussir? Nous espérons tous, mais le chemin encore est long. Si vous voulez bien, j'aimerais que, pour terminer ce module, lire quelques chapitres que j'ai sélectionnés et qui me paraissent répondre à cette réflexion sur la nutrition, sur le fait de manger et le lien qui est entre la nourriture et notre moi intérieur. D'accord. Est-ce qu'Amandine, tu pourrais lire un... Vous parlez donc de cette... Je parle du livre qu'on peut montrer, cet ouvrage, Manger, de Thich Nhat Hanh. Très bien. Et avant de passer à la lecture, et je vous mettrai des livres que vous trouverez dans un tiré à part qui paraîtra sur le site et que vous recevrez chez vous directement, et où je parlerai aussi de la première encyclique du pape, cette encyclique qu'il a éditée
très rapidement après sa nomination, parce que le pape François a senti ce besoin de réfléchir sur la sauvegarde de cette nature qu'il sentait en voie de dégradation, en voie de destruction. Et je le répète, s'il y a destruction de la nature, c'est que c'est notre propre destruction qui est corrélée. Effectivement. Alors, le docteur Haddad donc, a sélectionné 2 extraits dans cet ouvrage. Je vais vous en lire un premier qui s'intitule « Manger est un art ». Alors, bien manger est un art. Cet art ne nous oblige pas à avoir une cuisine élaborée, mais il nous demande la pratique de la pleine conscience. Votre corps n'est pas seulement le vôtre, il est un cadeau et une responsabilité. Pour le maintenir en bonne santé, il nous faut savoir manger. Court et efficace. Un autre extrait qui est très pertinent, nous sommes ce que nous mangeons. Je vous en laisse et que je vais lire. Lecture. Nous sommes ce que nous mangeons. Vous pouvez aménager votre emploi du temps de façon à avoir assez de temps pour manger. Faites en sorte que le lieu et la nourriture soient adéquats. Ce que nous mangeons est en fait très important. Dites-moi ce que vous mangez et je vous dirai qui vous êtes. Dites-moi où vous mangez et je vous dirai qui vous êtes. Nous sommes ce que nous consommons. Si nous regardons profondément ce que nous consommons et la quantité que nous ingérons, nous pourrons connaître intimement notre nature véritable. Nous devons manger, boire et consommer. Mais si nous le faisons dans l'oubli, nous risquons de détruire notre corps et notre conscience. Un repas est une occasion d'exprimer notre gratitude à ceux qui sont venus avant nous, ainsi qu'à ceux qui viendront après notre départ. Voilà, Amandine. Merci beaucoup pour ces éléments philosophiques. Nous sommes donc à la fin du module 11, il nous en reste un, le dernier, qui va synthétiser finalement ce que vous avez abordé durant toutes ces formations pour se lancer là, maintenant, dans cette révolution microbiotique. La science nous a permis de comprendre un peu mieux notre mode de fonctionnement. Ce n'est pas un énième régime de 10 jours, de 20 jours que nous allons aborder dans ce prochain module. C'est une façon différente, complètement différente, je dirais révolutionnaire, connaissant mieux notre corps, rentrons dans les détails donc de notre muqueuse intestinale, notre microbiote, cette découverte d'un nouvel organe qui est, comme je disais une fois, nous avons découvert l'Atlantide, ce corps caché au fin fond de la Méditerranée qui soudain émerge ou n'émerge pas. Oui. Et nous, en fait, cette connaissance de notre corps, et je rejoins la pensée de Socrate, qui n'est pas en fait sa pensée, c'est le mot qu'il répétait tous les jours comme une prière, « Connais-toi toi-même ». Et donc, on a l'impression en 2017 que nous nous connaissons mieux et que nous pouvons mieux travailler avec nous-mêmes. Et c'est ce que nous allons aborder en essayant de mieux schématiser notre nutrition. Et si on peut l'appeler régime, c'est au sens que des nouvelles règles s'offrent à nous et qu'il faut les respecter. Sinon, comme dans la Terre, si nous ne respectons pas la Terre, c'est nous que nous détruisons. Donc, dans ce prochain module, nous parlerons donc du régime microbiotique.